Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau projet vidéo. Donc projet qui sera cette fois qui portera sur la réalisation d'un four. Alors j'ai donc un four de trempe pour effectuer la trempe thermique. Enfin le traitement thermique je veux dire. Donc tremper les aciers, tout ça. Qui est actuellement posé sur une palette. Donc c'est un four genre four céramique à résistance, hein, donc réfractaire. Standard qu'on utilise également pour les poteries. On peut éventuellement faire de la fusion d'aluminium par exemple, donc il monte assez bonne température pour fondre de l'aluminium, qui c'est pas spécialement fait pour la fonderie, parce que c'est pas la forme, mais c'est utilisable, et surtout qui va me servir pour la trempe des aciers. Donc le but c'est que actuellement j'ai donc des bagues du tractopelle, donc d'articulation de tractopelle à refaire, bague et axe, donc qui sont totalement à refaire, et qui nécessitent de réaliser une trempe. Donc je vais m'occuper, avant de commencer, de continuer sur le tractopelle, on va fabriquer un four. Enfin un four, on va fabriquer, donc il y a deux choses qui sont nécessaires. Le traitement thermique commence par la haute température, donc le four qui monte à haute température, qui est le four que j'ai déjà. Pour la trempe, je vais arriver aux alentours des 800 degrés. Donc là, c'est haute température. Et une fois la trempe effectuée, on doit faire un revenu. Alors revenu 250 degrés par exemple, ça dépend des aciers. Donc il nous faut un four qui puisse monter aux environs de 300-350 degrés. C'est à peu près ce que je veux. Donc un deuxième four. Alors, pour faire ça, on va fabriquer ce four, il faut le fabriquer. Donc on a utilisé, j'ai acheté deux résistances de four classiques. Donc four de cuisine, ce sont des résistances de rechange pour une vingtaine d'euros neuf. Donc on va en mettre, donc c'est des 1600 watts, je vais en caser deux dedans. On verra si ça suffit, je pense que ça devrait le faire. Et on va faire tout le four en béton cellulaire. Alors le béton cellulaire, il a plusieurs avantages. D'une, il est facile à travailler. De deux, il est léger. Et de trois, il résiste à des très hautes températures. Donc ce qu'on va faire, le problème c'est le scellement. Le scellement entre les briques, entre les plaques de béton cellulaire nécessite également une colle qui tient également à la chaleur. Donc j'ai utilisé une colle haute température, genre silicone haute température. Donc ça sera collé ensemble puisque je veux une jonction souple, puisqu'il sera déplaçable, il sera sur 4 roulettes. Alors les dimensions, je vais me limiter à 1 mètre de hauteur maximale, donc je vais donner les dimensions extérieures, sachant que les plaques de béton font 7 cm d'épaisseur, donc on perd 14 cm avec les deux côtés à l'intérieur. Donc on va faire une dimension de 1 mètre en hauteur, de 80 cm en largeur et 70 en profondeur, tout compris. Et une porte à l'avant, donc la porte est comprise avec. Donc on va d'abord, ici j'ai fait un petit plan rapide de la base, donc en cornière, voilà, donc la base, et le dessus ici sera la partie où reposera le four de traitement thermique. Donc celui qui monte à haute température sera posé par dessus. Donc ici j'ai mis 0,63 m puisque ça sera 63 cm plus les 7 de la porte qui nous donneront les 70, puisque la porte sera devant ici montée sur charnière et un joint d'étanchéité. Les résistances seront placées sur les côtés, à l'intérieur bien sûr, et il faudra encore voir comment faire tenir tous les plaques, le béton cellulaire là-dessus. Donc comme je dis, l'avantage c'est pas lourd, c'est facile à travailler, et ça se coupe facilement aussi. Ensuite, on aura le four de traitement par-dessus. Alors ça va nous le ramener un peu haut, je suis d'accord, parce que 1 mètre c'est la dimension extérieure, un tout petit peu plus qu'un mètre puisque je veux 1 mètre à l'intérieur des cornières, donc on rajoute encore l'épaisseur des cornières, mais ça c'est du détail. Et donc ça nous ramènera le four un peu haut, ça c'est clair, parce que 1 mètre plus 13 cm, 130 mm d'épaisseur de hauteur des roues, donc on a 4 roues pivotantes plus 2 à frein, ça nous ramènera un peu haut. Donc c'est clair, il sera perché à 1,80 m au maximum, puisqu'il fait il fait 76 cm de hauteur, donc on sera même à peu près à 90 de haut.
Donc il s'ouvre assez haut. Donc ça reste facilement accessible, hein, là n'est pas le problème. C'est juste qu'il faut toujours penser à prendre une protection faciale quand on ouvre le four, on met pas la tête devant parce qu'on est juste devant. Donc ça c'est peut-être pas toujours le top. Mais il faut faire des compromis, hein, je veux dire, c'est pas un usage, je vais pas l'utiliser tous les jours. Donc question sécurité, il faut connaître son matériel, hein, donc on fait attention. C'est vrai que la hauteur aurait été idéalement plus basse, mais je peux pas, j'ai pas la place actuellement pour faire deux fours. Hein, j'aurais pu faire un trépied à roulette, un pied à roulette pour le four actuel plus bas et un deuxième pour le deuxième four, mais là du coup ça me prend beaucoup trop de place. Donc il faut empiler et faire des compromis, et ça ira très bien comme ça puisque j'utilise pas ça tous les jours et je suis très attentif et le seul à utiliser ce matériel ici. Donc ensuite il y aura la partie électrique. Alors la partie électrique du four actuel qui est déjà prêt et à refaire, hein, donc elle fonctionne, pas de souci. Par contre la régulation, il faut que je refasse une régulation. Donc les résistances tout est bon, mais la régulation est à revoir. Alors j'ai un régulateur de tension, un régulateur de température, donc qui sera relié, donc deux régulateurs de température digitales. Là les petits régulateurs, on peut choisir la température et il maintient la température. Alors le premier est en triphasé, le deuxième aussi, je vais le faire en triphasé je pense. Est-ce que ça va nous permettre d'avoir les deux régulateurs séparément pour réguler la température, et ces régulateurs gèrent un contacteur de puissance, donc un relais, et désactive le relais selon la nécessité de la température. Donc ils sont programmables jusqu'à je crois 1000 degrés et c'est parfait comme ça. Donc ils vont simplement réguler la température. Donc il faudra faire un boîtier avec les deux régulateurs dedans et les deux contacteurs qui vont gérer indépendamment un four de l'autre. Donc je veux les deux indépendants, je ne veux pas le même régulateur puisque il faut pouvoir préparer l'autre quand l'autre est en cours de chauffe. Donc il me faut encore, donc j'ai pas encore reçu les résistances, et il faut encore les relais, les régulateurs de température, j'en ai qu'un pour l'instant, l'autre va arriver. Donc comme dit en triphasé, pour l'instant j'ai fait le plan de base, on verra pour le reste. Alors pourquoi cette dimension? L'autre n'est de loin pas aussi grand. Le premier four du haut est plus petit, puisqu'il fait grosso modo 76, c'est avec les pieds, il doit faire 70 par 70 en extérieur. Et on n'a même pas 40 cm à l'intérieur, il me semble, hein, au total. Donc en profondeur, c'est à peu près carré. Alors tout simplement parce que ce four du bas va pas seulement servir pour le traitement thermique, hein, donc c'est pas uniquement un four de traitement ou de revenu après traitement thermique. Ce four va me servir également pour la peinture. Alors pour la peinture, pourquoi? Parce que j'ai une machine à peinture électrostatique, c'est-à-dire une peinture poudre, donc qui fera l'objet d'une vidéo également, hein. Donc elle est là, elle n'est pas encore prête. Il y a 2-3 pièces à refaire dessus, mais elle fonctionne. Et je vais vous montrer ça d'une autre vidéo. Alors c'est une peinture poudre qui vient par champ magnétique, électrique on va dire, se fixer sur la pièce à peindre. Donc la pièce à peindre doit être métallique ou conductrice, hein, tout simplement. Elle est reliée avec une petite pince sur un câble de masse qui va à la machine, puis le pistolet de la machine éjecte de la poudre, donc avec pression, hein, donc pas énorme, hein, c'est une petite pression, va éjecter la poudre qui passe dans le pistolet. À la sortie du pistolet, il y a une électrode haute tension, donc très haute tension, je ne sais plus combien qu'il y a là-dessus, hein, mais ça doit être à vérifier, je ne sais plus, je sais que c'est réglable, hein, donc c'est plusieurs, c'est de la très haute tension qui vient magnétiser cette poudre. Donc là, créer un champ magnétique négatif ou positif selon les cas. Et du coup, cette poudre, qui est une poudre spéciale bien sûr, hein, que pour poudre peinture, qui va être attirée sur cette pièce qui est branchée à la masse. Donc la poudre va venir englober cette pièce et on va en avoir très peu à côté. Ensuite, cette poudre tient uniquement par champ électrostatique. On vient doucement, sans la secouer sinon ça tombe, on vient la placer dans le four. Donc un four entre 200 et 250 degrés selon les peintures, hein. Pas besoin de monter plus haut, 15-20 minutes. La poudre va fondre et créer une peinture époxy, comme de l'époxy, on a des versions époxy, différents types de peinture.
va faire une résine, va fondre et va se mouler complètement autour de la pièce et faire une peinture de très haute résistance. C'est les peintures qu'on trouve d'origine sur les pièces moteurs, sur les jantes alu qui sont peintes, c'est ce genre de peinture là. Donc ce four va également servir à cette machine. Donc c'est surtout de là que je veux une taille relativement importante, puisque là on aura des dimensions de plus de 80 cm de haut à l'intérieur, 60 et quelques de profondeur, de largeur, et 50 et quelques de profondeur. Donc ça me laisse de quoi mettre une grande jante par exemple, ou un cache-culbuteur très long, enfin on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc ce projet je ne vais pas traîner trop dessus, parce que comme dit, j'ai déjà commencé, je veux vraiment continuer au tractopelle qui est déjà commencé. Avant cette vidéo, j'ai déjà une séquence de vidéos sur la pompe hydraulique du tractopelle qui est mis en pause par un manque de pièces, donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc après celle-ci, on attaquera la partie hydraulique, pompe hydraulique du tractopelle. Donc elle est déjà commencée, mais j'ai dû m'arrêter par manque de pièces et je vais donc faire ça en attendant. Donc ça vous verrez, ça sera la prochaine vidéo. Ensuite, bon, je vous passerai les détails, hein, donc couper les barres, tout ça, je vous passerai les détails de la coupe. Hein. Je vais m'occuper de tout ça et je vous montre quand c'est prêt. Quand j'ai tout coupé, je vous explique comment ça va et comment je vais assembler tout ça. Donc ce sera soudé, très simple. Alors le but c'est de la récup, mis à part les bétons cellulaires et résistance à ça, mais tout ce qui est métal c'est de la récup, donc cornière récupérée. Alors c'est de la cornière rouillée, ça n'a aucune importance, elle est bien attaquée, ça fait des formes, des reliefs, mais ça sera très bien puisque je vais y mettre une peinture martelée. Donc j'ai fait déjà mon support pour le marbre avec ce type d'acier. Ce sont des anciennes barres récupérées qui sont très épaisses, donc il n'y a aucun souci, ça sera tip top, c'est de la super récup. Seul inconvénient, il faut nettoyer, hein, donc ça fait pas mal de poussière. On fait ça dehors. Voilà, donc je vais faire mes tracés, préparer toutes mes barres, couper tout ça et je vous reprendrai à ce moment-là. Nous voilà donc en pleine coupe avec la scie à ruban pour couper nos brutes. Donc j'aime bien mettre les cornières de ce sens-là pour avoir une coupe plus ou moins droite. Donc on lubrifie un peu et c'est parti. On peut voir l'acier que j'utilise, hein, donc vraiment de la récup. Celle-ci est complètement vrillée. Donc on utilise le bout de l'autre côté qui est bon. Laissez-moi faire cette coupe et je vous reprends. Alors après quelques coupes plus loin, donc toutes les barres sont coupées. Et surtout ébavurées et chanfreinées et nettoyées. Donc on a ici donc les barres coupées en angles. Donc on a fait un chanfrein des deux côtés pour permettre à la soudure d'avoir un emplacement où aller, hein, puisque si on ne fait pas de chanfrein et qu'on fait une soudure juste sur le dessus, d'une ça tiendra pas aussi bien, et puis si on la meule il reste plus rien. Donc bien attention à bien chanfreiner et nettoyer un peu plus loin. Alors la rouille ne doit pas être sur la partie soudée. La rouille c'est toujours un problème pour la soudure. Ensuite j'ai donc fait pareil sur les montants. Sur les montants qui vont venir à l'intérieur, j'ai fait un chanfrein comme il faut, arrondi le bout pour pouvoir rentrer dans l'intérieur des cornières. Pour ici l'arrondi qu'on a à l'intérieur. Et j'ai commencé une soudure, hein, donc pour vous montrer. Alors l'idéal serait d'avoir une table dédiée à ça. Je n'ai pas la place pour l'instant, hein. Donc il faut faire avec ce qu'on a. J'ai préféré utiliser la petite table ici en se mettant un peu plus loin et en fixant avec des serre-joints sur la table, ce qui permet d'avoir une surface relativement plane et de faire quelque chose d'assez plat. Le sol, on peut le faire au sol bien sûr, mais j'ai plein de petits dénivelés partout, hein, et j'arriverai jamais à quelque chose de plat en le faisant complètement sur le sol. Donc, alors, voilà comment j'aime travailler sur ce genre de projet. J'ai fait un premier angle que j'ai soudé ensemble, complètement. Et ensuite, je viens pointer le deuxième angle, il va venir être pointé dessus. Pointer, une fois que tout sera ajusté comme il faut d'équerre, à ce moment-là, on fait les soudures. Sauf, comme dit, le premier. J'ai donc fait une petite soudure ici. Donc, d'un côté, de l'autre côté, devant, derrière. Pour faire ça comme il faut. Encore quelques réglages à faire sur le poste, mais c'est pas vilain. Disons que ça passe. On va dire que c'est acceptable. Donc pour le poste, j'utilise le poste semi-automatique, donc poste MIG au fil, qui est très simple à utiliser. Et on a le poste qui est ici. Alors
quelques réglages à faire. Alors c'est très simple à utiliser. Si je peux conseiller à quelqu'un qui veut débuter, qui veut prendre un poste, orientez-vous vers de l'occasion du genre SAF, Lincoln, Miller, Commercy, tout ce qui s'ensuit. Vous les avez pour souvent moins cher que le prix du neuf et vous avez de la super qualité. J'avais un autre poste tout neuf, un GUD, qui était beaucoup plus gros, donc un 190 ampères. Celui-ci fait que 160, mais fonctionne mieux. Je l'ai échangé contre celui-ci parce que je n'ai eu l'occasion et rien à voir, hein, ça fonctionne mieux là-dessus. Hein. Donc la torche est beaucoup plus souple, beaucoup plus maniable. L'autre, il y avait toujours le fil qui se coinçait dedans selon comment on l'orientait. Pourtant, c'était déjà un bon poste, c'était fabrication italienne, non pas les versions chinoises. Mais rien à voir. Hein. Donc il marchait très bien, hein, je peux pas dire. Mais celui-ci, un SAF, ça marche quand même beaucoup mieux, il faut dire ce qui est. Malgré son âge, malgré son état qui montre pas un état spectaculaire, je l'ai récupéré comme ça. Donc très simple, pas 36 millions de réglages très simple à faire. Donc on a en premier lieu mis sous tension, hein, donc ici c'est 380 puisque attention, il fonctionne que au triphasé, hein, donc c'est surtout pour ça que je l'ai échangé parce que j'ai le triphasé. 220 c'est triphasé, attention, donc ça on n'utilise pas. Monophasé il fonctionne jamais, hein, il n'y a pas de possibilité de le faire fonctionner, donc c'est triphasé. Ensuite on a la puissance de 1 à 7 selon la puissance qu'on veut fournir à la torche pour la soudure, hein, tout simplement. On a donc 1 qui est le plus faible pour les tôles très fines et on monte jusqu'à 7 pour les tôles plus épaisses. Donc là je suis à 5, hein, on a des tôles, c'est correct pour l'épaisseur que j'ai à souder. On peut éventuellement essayer à 4, c'est un peu, mais 5 c'est pas mal, voire même 6 si besoin. Ensuite on a, alors c'est les réglages de base, hein, je vais vraiment vous expliquer la base. Le premier réglage c'est la puissance, en rapport avec l'épaisseur de la matière qui est à souder. En deuxième lieu, on a la vitesse d'avance du fil, donc à quelle vitesse le fil sort de la torche. Voilà, donc ces deux-là vont de pair. Donc il n'y a pas de... L'un va vraiment avec l'autre. Hein. Et c'est les deux seuls réglages qu'on a vraiment besoin. On a encore un troisième qui est le gaz, que je vous montre après. Mais ces deux-là, sur le poste, c'est les principaux réglages. Donc on a ici la graduation pour le fil, on ne voit plus bien, mais c'est fil de 0,8 mm et 0,6 mm. Donc j'utilise du 0,8. Donc 0,8 mm. Et ça nous donne ici, en haut, on a dans la courbe ici 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui correspond à la puissance qu'on a choisie ici. Donc là on est sur 5, on vient régler le potentiomètre à peu près sur 5. Voilà, donc là on est à 5 à peu près. Et on peut ajuster selon que c'est trop ou pas assez quand on utilise. Donc c'est vraiment un réglage très simple qui va nous donner pour cette puissance là le fil qui sort à cette vitesse là. Je pense que je vais encore aller un cran plus loin, je vais commencer, je vais souder à 6, ça me paraîtra plus une meilleure pénétration dedans, une meilleure soudure. Donc comment voir si le réglage est bon? Alors c'est très simple. Quand vous allez souder, si vous avez trop de fil qui sort, ça va pétarader, hein, ça va faire un bruit assez pétaradant qui va évacuer beaucoup qui va faire gicler beaucoup de boulettes en fusion, hein, donc d'acier. Et ça va, même si vous avez beaucoup trop, vous le sentez sur la torche, ça vous pousse un peu la torche en arrière. Donc vous le sentez que ça a une petite vibration, un feeling, et la soudure est trop chargée et mal faite. Donc là on le remarque tout de suite, hein, je veux dire, voilà. Et là c'est qu'il y a trop de fil. Donc l'excès part éclate vers le côté et le fil se pousse dedans. Donc là c'est qu'il y a trop de fil. Donc ça c'est si le réglage est trop. Si le réglage est trop bas, s'il n'y a pas assez de fil, là c'est différent. Vous allez aussi avoir des pétarades, hein, ça va aussi claquer. De toute façon, ça claque toujours un peu, hein, c'est normal. Hein, ça fait le post-mix, ça fait toujours un bruit spécifique, un peu comme à l'arc. Si vous n'en avez pas assez, il y a interruption de la soudure. Donc on le sent, ça fait un espèce de bruit, un peu l'arc qui se progressivement s'éteint avec un petit pétaradement. Et vous voyez qu'il manque de la matière sur la soudure. Hein. Donc là, pareil, on remarque qu'il n'y a pas assez de fil. Il suffit de prendre un métal d'essai, vous prenez une plaque d'essai, vous faites des essais avec moins, vous faites des essais avec un plus.
et vous verrez tout de suite la différence. Hein. Donc ça permet de bien se mettre ça en mémoire. Et à ce moment-là, on ajuste par rapport à ça. Ensuite, les autres options ici, donc ça on n'utilise pas. Donc soudure par point, soudure par trait, hein, donc interrompu. Hein, donc on choisit ici par point. Alors ici par point, c'est surtout pour la carrosserie. Donc on règle de combien de temps le point va se mettre. On marche à chaque fois qu'on met la durée du point à partir du moment qu'on appuie et ça va couper automatiquement. Ici c'est les soudures par trait, donc temps d'arrêt, temps de soudure. Donc on fait hop, ça s'arrête, on continue, hop, ça reprend automatiquement, c'est pour faire des pointillés. Donc ça, c'est des options qu'on utilise très peu. À la limite celui par point j'utilise souvent sur la carrosserie, mais tout ce qui est le standard, hein, le trait, c'est ce qu'on utilise le plus. Voilà, donc très simple, pas beaucoup de réglages, pas de complications, c'est facile. Ensuite vient le gaz. Alors le gaz ici, on choisit, déjà on ouvre les bouteilles, hein, et on choisit un réglage qui correspond à 10 fois le diamètre du fil. Donc ici 0,8, j'ai un fil de 0,8, je multiplie par 10, ce qui nous fait 8 litres minute, hein, donc on parle en litres minute. Et vous avez votre réglage. Voilà, donc réglage très simple. Ensuite, question soudure. Alors, je prends toujours, on va toujours venir pointer en premier, hein, donc avant de souder, on pointe, comme il faut partout pour que ça ne bouge plus. Et ensuite, on soude, donc pour que ça puisse pas se déformer. Par exemple, on va pointer là, mais on va aussi pointer en haut, parce que si on pointe qu'en bas et on commence à souder en bas, ça va s'écarter en haut avec la chaleur. Donc on fait un bon pointage, on ne fait pas un petit point, on fait un bon pointage. Les surfaces à souder doivent être propres. Si c'est pas propre, ça va pas coller comme il faut. Et vous allez faire une soudure qui sera colmatée dessus, qui tiendra rien du tout. Ensuite, donc pointer partout. Puis on fait notre soudure, on vient bouger de droite à gauche légèrement pour bien remplir, fusionner les deux côtés, on avance doucement. Et on regarde non pas la torche, on regarde ce qui se passe au bain de fusion. C'est-à-dire que là où c'est en fusion, on regarde le bain bien comme il faut pour voir qu'est-ce qui se passe. Très important d'être bien éclairé. Et donc comme je dis, on regarde le bain et non pas la torche. Ensuite, il faut à tout prix rester souple. La main est molle, hein, on ne va pas se crisper dessus. Si on se crispe sur la torche, on fait rien du tout. C'est pas bon. Vous n'arriverez jamais à rien. Donc pas crispé, on y va tranquille, il ne va pas vous mordre. Deuxième chose, important, la position. Toujours trouver la position la plus confortable. L'idéal est de pouvoir prendre appui avec la main quelque part si possible. Hein, donc aménagez-vous par exemple ici, ça serait bien de pouvoir s'appuyer contre ici, mettre un petit bout de bois pour être plus haut. Enfin, l'idéal étant de faire des soudures à plat. Hein, on arrive beaucoup mieux, c'est plus facile qu'une montante. Et elle est en général plus propre. Donc le cadre est maintenant pointé. Donc pointé ici, pointé là et là-bas. Alors il faut faire tout ça en même temps ici, hein, puisqu'on veut avant de pointer. Alors quand j'ai mis cette barre avec celle-là, j'ai juste pointé ici. Ce qui permet de garder un mouvement de ce sens, de pouvoir rectifier. Si on pointe ici, on ne peut plus bouger, c'est fixe. Donc on pointe juste ici, ou juste en bas, comme vous voulez. Et ensuite, ça nous permet d'ajuster pour venir juste ici. Donc à l'autre bout. Venir bien comme ça. Hein. Pareil ici. Ils sont à peu près d'équerre partout. Ensuite, une fois qu'on a ça bien ensemble, on met serre-joint. Alors ce que j'aime utiliser, c'est un petit serre-joint avec en dessous un bout d'acier plat, qui permet d'écraser les deux ensemble et d'être en dessous à la bonne taille. Voilà le petit morceau qui reste là. Donc ça permet de rester à plat sur le dessous puisque je veux être à plat. Et donc pointer ça comme il faut. Tout a été mis bien à plat là-dessus. Donc normalement on devrait être pas mal droit. Bien que c'est pas spécialement important, mais si on peut l'être en même temps, c'est pas plus mal. Donc ça bouge toujours. Alors la soudure, le problème c'est le mouvement à cause de la température. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir, lorsqu'on va maintenant souder sur une montée comme ça, là, ça va se fermer ou s'ouvrir selon qu'on soude à l'intérieur ou à l'extérieur. Sous l'effet de la dilatation, puisque quand on soude de ce côté-là, ça se dilate de ce côté-là, quand on soude de l'autre côté, ça se dilate de l'autre côté. Donc ça fait d'un sens l'autre sens. Donc ça va s'ouvrir, se fermer, l'éclairage va plus être bon.
Ici, donc, c'est sous contrainte, hein, puisqu'on a déjà pointé de deux côtés, ça ne peut plus bouger. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours faire une soudure à l'opposé. Donc on fait notre soudure là, et ensuite on fait notre soudure en face de l'autre côté, au même endroit, sans bouger les réglages du poste, ni rien du tout. On refait une soudure d'un côté, du côté opposé à la première. Ce qui va nous rattraper au mieux notre mouvement qui a été dû à la chauffe du premier côté. Donc on fait un côté puis l'opposé, et ça va rattraper tout ça. Donc c'est à prendre en compte. Donc on sait à peu près, c'est quand même beaucoup, hein. Faut pas croire que c'est quelques centièmes, non, on parle quand même de millimètres sur la longueur, hein. Voire de centimètres selon la dimension que vous faites. C'est très simple à voir. Si vous prenez une pièce, vous prenez une plaque en acier et vous soudez un tube dessus droit, admettons, ou un bout de carré, d'acier plein, ce que vous voulez. Faites l'essai, vous soudez d'un côté seulement, puis vous recontrôlez l'éclairage, vous voyez de combien ça a bougé, puis vous soudez de l'autre côté et vous voyez ça s'est rattrapé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut se donner une bonne idée du truc, hein. Donc je vais souder ça maintenant, et je vous reprends après. Voilà, les soudures dessus et dessous sont faites, il reste à faire les côtés. Celle-ci est plutôt propre maintenant, hein. Donc on voit un filet, c'est bien régulier, c'est assez droit, bon c'est pas tout rectiligne non plus, hein, puisque toujours le problème de visibilité. Ce qui est bien de faire, c'est à la limite de mettre, donc l'idéal, comme j'ai le néon juste au-dessus, l'idéal c'est d'y mettre un chiffon pour éviter que la lumière passe ici et reflète dans la vitre à l'intérieur, hein, ce qui vous empêche de voir comme il faut. Ça y est, le premier cadre est soudé. J'ai donc choisi de faire une soudure plus fine sur le bord. Alors c'est pas évident à faire sur les bords, hein, c'est pas normalement une zone où on soude, ça fait toujours un bourrelet plus important. Mais ça va, j'ai pas mal baissé le poste et la vitesse du fil pour avoir une soudure plus fine et plus esthétique, on va dire. Je veux pas un gros bourrelet énorme qui dépasse ici, hein. Pareil pour l'intérieur, vu que c'est pas, ça suffira largement. Voilà, donc tout est fait. Plutôt pas mal, hein, c'est pas vilain. Et il est plutôt droit, donc quand on le pose au sol à une surface à peu près droite, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc reste à faire le deuxième et souder les montants. Alors voici un bridage avant soudure, donc avant pointage plutôt. J'ai donc fixé celle-ci ici, donc j'ai un rouleau ici qui tient à bonne hauteur, réglé parfaitement. Et ici donc la partie que je vais pointer. J'ai fixé bien à plat sur cette surface là avec ce serre-joint la première pièce. Et pareil avec la deuxième, ce qui nous donne une bonne surface de référence. Et en dessous ici, donc j'ai mis un serre-joint et une plaque, un bout de fer plat pour bien aplanir les deux ensemble. Et bien sûr, j'ai bien réglé l'avant. Et constamment, on contrôle avec l'équerre, donc une équerre que j'utilise que pour ça. On contrôle qu'on ait parfaitement d'équerre. Une fois tout serré, on peut pointer. Donc on va venir pointer devant et à l'intérieur. Puis on peut enlever le serre-joint et pointer derrière. Donc je vais essayer de vous montrer la soudure. Alors je garantis rien. J'ai trouvé une paire de lunettes à vert sombre. Et on va essayer, voir ce que ça donne en soudure. Voilà, soudure faite. Ça y est, les deux cadres sont terminés. Plutôt pas mal, donc ça c'est le premier. Le deuxième, je l'ai posé sur le coin qui est plutôt droit et il n'y a pas de balancement. Donc ça prouve qu'on est bien. Un tout petit chouïa ici, mais c'est vraiment bien plat. Donc c'est parfait. Les soudures sont devenues belles. C'est des soudures plutôt esthétiques. Qu'une fois peintes seront très bien, donc je ne vais même pas les lisser puisqu'elles ne gênent pas ici, en tout cas pas sur la partie, donc ça sera le dessus, hein. On remarque ici un petit décalage puisque celle-ci est beaucoup moins large que celle-ci, comme dit, hein, c'est de la récup, hein, donc voilà. Mais c'est pas grave, ça pose aucun problème, puisque ces traverses là ne serviront pas à grand chose. Il y aura encore deux nouvelles traverses ici
plus rapprochés qui vont être posés pour supporter le four de trempe, hein, celui qui sera posé au-dessus, puisqu'il a des pattes qu'il faudra respecter un empattement précis. Donc ça sera encore à faire. Sinon, le reste est plutôt bien avancé, donc sur les deux cadres sont faits. Restera à mettre les barres à l'intérieur, donc les barres là, qui viendront comme ça dedans. Donc il y aura un peu de jeu, hein, en raison de l'épaisseur de la soudure. Mais c'est pas grave, hein, pour ça j'ai déjà fait un chanfrein dans le coin ici. Voilà. Donc j'ai préféré utiliser cette technique parce que ça me permet de solidifier beaucoup plus la chose, hein, puisque ça va vraiment reposer dessus. Donc on pourra souder ici par l'intérieur et ici à l'extérieur. On pourra faire le tour ici, ainsi que sur les côtés internes. Donc vraiment, on peut faire de la soudure très solide. Alors à l'intérieur, je pense que je ne vais pas souder partout. Le point ici ne servira pas à grand chose, hein, puisque ça fait... je vais mettre des bons points, ce qui sera amplement suffisant. Voilà, donc je fais ça hors caméra, rien de bien spécial, hein. On va souder ça dessus, on va le pointer, ensuite on le mettra, donc juste mettre 2 points, ou un point au milieu plutôt, et ensuite on va le taper d'équerre, qu'il soit d'équerre ici et d'équerre de l'autre côté. Donc comme ça il sera bien droit, au mieux que possible, hein. Donc on va juste le pointer comme il faut. Pareil pour les 4 autres, et ensuite on viendra mettre le cadre supérieur dessus, et une fois le cadre supérieur dessus, on pointera le cadre du haut, et ensuite on pourra à ce moment-là souder la totalité. Donc après soudure des 2 cadres, et avant de mettre les montants, j'en ai profité pour pointer et aussi rajouter ce qui manquait pour les roulettes. Donc j'ai rajouté un petit insert, hein, donc dans les 4 coins, qui va permettre de faire le support pour la roulette, hein, donc pour le plateau qui tient les roulettes. Et j'ai pointé, donc d'abord noté puis pointé au pointeau les 4 trous de chaque roulette. J'ai aplani la soudure sur le dessous à l'endroit où passent les roulettes pour éviter que ça pose problème pour la fixation des roulettes. Et les inserts sont en ras et bien alignés, et ils ont été soudés uniquement par l'autre côté. Pour faire ça, j'ai simplement fait un chanfrein complet à 45 degrés du début de l'épaisseur jusqu'à la fin de l'épaisseur, uniquement d'un sens, et j'ai rempli le chanfrein, donc chanfrein des deux côtés, hein, sur la pièce, sur le cadre et sur l'insert, et soudé complètement d'un côté avec une belle soudure, donc bien large et bien prise sur les deux parties. Et ainsi on reste à plat de l'autre côté, donc ça évite de devoir s'embêter à enlever la soudure de l'autre côté avec la meuleuse. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que comme on soude que d'un côté, il n'y aura pas de rattrapage du mouvement qui est créé par la chaleur, hein. Donc ça, il faut le prendre en compte quand on le pointe comme il faut. On le laisse légèrement plus dépasser pour qu'il puisse après venir comme il faut une fois soudé, hein, donc une fois que ça a bien chauffé. Surtout que ce type de soudure va faire vraiment chauffer pas mal la pièce, étant donné que c'est une petite pièce et que la soudure est relativement longue. Donc voilà, les 4 sont maintenant soudés dessus, pointés, et on va pouvoir percer. Alors le perçage, je le fais maintenant, avant de mettre les 4 montants, puisque ça me permet de le faire à la perceuse à colonne, ce qui est beaucoup plus simple à faire qu'à la main avec la perceuse à main. Donc perceuse à colonne, c'est quand même plus simple, même si c'est délicat, un peu chiant à faire, hein, faut dire ce qui est, comme le cadre est un peu grand, et qu'il faut trouver un système pour le maintenir en place. Alors je pense que je vais utiliser un rouleau en dessous. Voilà, donc c'est pointé et je vais passer au perçage. Donc trou, je pense, de 8 mm à vérifier. En 2 fois, on va prendre d'abord un petit forêt pour bien reprendre dans les points et traverser, puis après le 8 mm. Donc pour le perçage, j'ai simplement utilisé mon vérin de fosse, que je peux régler à la hauteur, hein, donc c'est vérin hydraulique, et qui est parfaitement réglé à la bonne hauteur, et qui permet de percer très facilement. Voilà, je vais donc percer les 16 trous.
donc relativement simple à percer. Je vais faire la même chose pour tous les autres, puis après ce fourré là, je passe au 8, hein, rien de bien exceptionnel. Et je vais faire tous les trous, et puis je vous reprends quand c'est fait. Bon, les 4 poteaux sont maintenant soudés correctement sur le bas. Donc la partie haute est juste ici posée dessus. Et le bas est soudé ici sur les pourtours et à l'intérieur. Je vais maintenant tout simplement pointer la partie haute et la souder. Donc pointer d'abord en mesurant du bas en haut pour avoir la même dimension partout, les ajuster et ensuite souder. Ça y est, le cadre est terminé soudé, donc très satisfait du résultat. On est vraiment sur des bonnes dimensions, hein, donc on peut voir les dimensions importantes qu'aura le four, hein, donc c'est vraiment chouette. J'ai donc soudé par le dessous, par l'intérieur aussi, j'ai fait les montantes de chaque côté, enfin bref, la totale est soudée. Et là c'est super solide, hein, il n'y a aucun... J'étais déjà debout dessus, hein, j'ai un peu sauté dessus pour voir ce que ça tient, et ça bouge pas d'un poil, hein, donc il n'y a pas de souci. Sachant que le four, donc les bétons cellulaires sont pas très lourds, hein, c'est relativement léger, et c'est ce qu'il faut. C'est très isolant en plus, hein, donc ça garde bien la chaleur, ça sera impeccable. Donc globalement le cadre est terminé, reste à faire les 2 traverses du haut pour supporter le four de trempe, et éventuellement mettre aussi en bas peut-être un renfort au milieu en croix ou d'une manière ou d'une autre, puisque les bétons cellulaires seront posés à plat et que je veux quand même un certain renfort pour éviter tout problème. Donc voir ce que je peux faire. Alors simplement peut-être un fer rond à béton par exemple, ce sera amplement suffisant. Un de ce sens, un de l'autre sens, puisque donc les plaques de béton seront posées à plat, donc sur leur épaisseur, donc ils font 7 cm d'épais, je veux quand même une certaine solidité, quoi, hein, donc ils seront posés à plat et rentrent tout juste là-dedans, donc une entière. Il faudra juste un tout petit peu couper sur la longueur, genre même pas un demi-centimètre, et faire des petits vides en dessous pour laisser passer ici les boulons. Donc on fera des petits trous. Et on aura une plateforme complète sur le bas. Et ensuite on viendra monter les autres par-dessus. Donc les 2 côtés puis l'arrière. Alors ça aussi c'est encore à voir exactement comment goupiller le truc. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est à mon sens le plus compliqué. Enfin là où il va falloir encore pas mal voir comment faire par rapport à ce que j'ai en stock. C'est la porte. Donc là, il va falloir encore étudier ça avant de la faire. Il va falloir qu'elle soit claire dans la tête et voir comment ça marche. Donc on se retrouve à l'établi pour les petits arrivages. Donc j'ai aussi trouvé ici des charnières en métal, en état correct. Un peu à enlever la rouille, ils ont un petit peu rouillé. Ça fait, je sais pas quel âge elles ont, mais ça fait très longtemps qu'elles sont en stock, mais elles sont relativement solides et seront suffisantes. Donc on va utiliser ces charnières. Donc j'en ai 3, mais franchement je pense que 2 seront largement suffisantes vu la hauteur. Hein. Ça c'est bien pour les portes, parce que les charnières pour portes intérieures, puisqu'ils ont une grande longueur donc pour la flexion. Mais nous 2 ça suffira je pense. C'est encore à voir. Ensuite j'ai ici le régulateur de température, donc j'en ai 2 les mêmes, hein, similaires. Donc bien sûr, ça vient de Chine. Mais bon, je veux dire, j'ai longtemps cherché pour trouver ça hors Chine, hein, un matériel de chez nous, genre Siemens, qui en font, il y a différentes marques. Le problème, c'est bien sûr, on vous demande plus de 100 € pour un régulateur, alors que là, pour 30 € frais de port compris, j'ai le régulateur. Hein. Donc si ça marche pas, donc je les ai déjà branchés pour essayer, ça fonctionne super. Donc, en plus, le problème c'est d'en trouver un qui colle à mon système, hein, puisqu'il faut que ça soit compatible avec les sondes que je veux utiliser là-dessus, et que ça soit aussi une commande de contacteur et non pas d'un micro-relais. Je veux commander un contacteur qui coupera 3 phases et non pas une. Donc il faut vraiment le bon, quoi. Donc j'en ai 2 les mêmes, et ils sont plutôt pas mal. Les boutons fonctionnent bien, tout ça, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc
Très simple, il permet d'ajuster la température, plus, moins, donc il vous montre avec l'écran la température actuelle et la température voulue. Donc on règle la température voulue, il y a quelques modes, quelques fonctions, voilà. Et il garde la température tout simplement, donc il va commander le relais de puissance qui lui enclenche, désenclenche les résistances pour chauffer ou arrêter de chauffer. Très simple, propre et neuf, donc livré. Donc là voilà, la plaque qui vient devant, qui vient dans le boîtier pour clipper après celui-ci dedans. C'est vissé dans le boîtier, hop, vite. Et qui permet de réguler facilement la température, et surtout avec une certaine précision, et il est capable jusqu'à donc 4 chiffres, hein, donc plus de 1000 degrés. C'était surtout ça aussi qui est important, d'arriver jusqu'à 1000 degrés. La plupart s'arrêtent à 400, donc il faut qu'il puisse monter assez haut. Donc j'en ai deux les mêmes, comme dit, hein, une trentaine d'euros, frais de port compris, ce prix-là. Hein. Et en plus livré avec la sonde, hein, en plus, hein, 30 euros. Avec une sonde type K. C'est 27,90 euros, je crois que c'était. 27 euros ou 27,90 $, je sais plus. Avec frais de port, donc vraiment, c'est vraiment pas cher. Ensuite, on a ici la sonde qui est livrée avec. Donc celle-ci va être utilisée pour le four du bas. C'est une sonde type K qui va jusqu'à 400 degrés. Donc qui se branche sur cet appareil. 400 degrés, donc j'en ai deux maintenant avec, puisqu'il y en avait une avec chacun, parce que j'ai dû acheter à part une sonde de type M. Et bien sûr, il fallait voir que l'appareil est légère, donc celui-ci légère. On a ici la sonde très haute température. Donc ici, c'est une sonde qui vient se placer pour le four de trempe qui sera au-dessus. Donc celui-ci, cette sonde, elle est capable d'aller jusqu'à 1300, je crois. Non, c'est type K aussi, ouais. Enfin, elle est capable d'aller jusqu'à 1300 ou 1250 degrés, un truc comme ça, qui est amplement suffisant et qui nous faut pour justement notre four de trempe, hein, puisque on peut pas utiliser une qui va jusqu'à 400. Donc les 400 degrés, c'est amplement suffisant pour le four que je suis en train de faire, four de revenu, c'est parfait. Et on a ici les résistances, donc deux les mêmes. Et qui sont de 1650 watts, résistance de four électrique. Donc, très simple, rien de compliqué, c'est du basique. Donc on va devoir les adapter et trouver un système ici pour les fils. Donc on peut voir ici l'Écosse. L'Écosse à emboîter donc. Le problème c'est que les résistances, elle sera pas en haut, donc il faut voir si je peux, et ni en bas, parce qu'en bas je veux quand même pouvoir poser des pièces en bas, hein, donc c'est peut-être pas le bon plan de les mettre en bas. La mettre en bas, en haut c'est pas top je trouve, parce que le haut ça dégage, la chaleur a tendance à monter, donc c'est peut-être pas le top. Mon idée est d'en mettre une de chaque côté sur les parois. Le problème c'est comme on peut voir, les fils sortent de ce côté là. Alors peut-être tout simplement percer sur le bas, mettre les fils en bas, c'est ce que je vais faire. Donc à voir, donc en tout cas elles sont là. Et globalement j'ai quasiment tout ce qu'il faut, hein, donc il n'y a plus grand chose d'autre, hein, donc les deux régulateurs, les sondes, les contacteurs, je dois en avoir en stock. Peut-être encore le boîtier pour les contacteurs, c'est encore à voir comment faire, peut-être en faire un moi-même ou récupérer un boîtier. J'en ai déjà un en alu, un genre d'alu, quelque chose comme ça, mais un peu petit, il pourra servir que pour un, il ne servira pas pour les deux, hein, donc il est trop petit, donc il faut peut-être en trouver un deuxième du même type. Il me manque encore le câble haute température, donc j'ai commandé un rouleau de 5 mètres pour une dizaine, même pas 10 euros, du câble spécial haute température, qui est du câble tressé à la fibre de verre pour justement passer dans les systèmes four et compagnie. Globalement, c'est un projet qui revient à moins de 200 euros, donc avec tout compris, puisque j'ai pas mal récupéré et j'ai acheté ça petit à petit, hein. Ça fait déjà un moment que le projet, ça fait plusieurs mois que j'ai le projet en tête et que j'ai déjà le four de trempe qui est là. J'ai petit à petit acheté les choses, les résistances, ça fait un moment que je regarde, j'ai déjà commandé le béton cellulaire, je l'ai depuis un petit moment maintenant. Bref, c'est petit à petit, j'ai accumulé un peu ce qu'il faut. Donc voilà, je
vais donc maintenant m'occuper de la porte. Donc j'ai avancé pas mal sur la porte. Donc j'ai simplement refait un cadre en cornière ici, qui viendra s'ouvrir et se fermer. Donc il va être fixé donc légèrement plus petit. Hein. Donc là il repose au sol, donc il va encore remonter un petit peu ici et laisser un peu de jeu de chaque côté. Et donc on peut maintenant s'occuper des charnières. Donc c'est un cadre du même type que celui du haut, hein, donc il y a des dimensions différentes mais sur le même principe de fabrication. J'ai soudé sur la totalité, donc on soudure relativement propre sur les bords pour donner un esthétique correct, puisque cette soudure restera visible, elle ne gêne pas, elle est propre. Et pareil sur tous les coins. La soudure de l'autre côté doit être aplanie, puisque ça vient en contact avec ça, et pareil de l'autre côté, on va aplanir les soudures ici aussi, pour un contact sur la partie du haut. Donc c'est pas mal comme ça. On peut voir qu'on arrive à des soudures relativement esthétiques, hein, très facilement, relativement droites. Alors le poste soudure semi-automatique, donc MIG, et un poste à utiliser très facilement, qui s'utilise très facilement. On apprend très vite à l'apprivoiser, à l'utiliser, hein, donc n'importe quel débutant peut souder avec un poste MIG. Avec un peu d'entraînement, arrive rapidement à souder. Hein. Bien sûr, pour arriver à des belles soudures propres, c'est beaucoup plus délicat, il faut beaucoup plus de... disons, il faut se concentrer plus et il faut avoir un peu plus d'entraînement, bien sûr, hein, ça fait quand même longtemps que je soude, mais il faut se concentrer plus dans le détail, hein, être plus stable. Donc surtout avoir une position stable. Comme dit, c'est du semi-automatique, donc ça nous laisse qu'une seule chose à faire, c'est suivre, hein, puisqu'on nous impose en quelque sorte la vitesse d'avance du fil et l'ampérage, donc la puissance. Donc on n'a pas trop le choix que de faire avec ce qu'on a réglé, hein, voilà. Contrairement au TIG, donc soudure au TIG avec la pointe de tungstène et l'électrode et le métal d'apport dans l'autre main, avec lequel on peut vraiment gérer sa soudure, hein. Donc vraiment on contrôle tout, on contrôle le métal d'apport qu'on va mettre dessus, on peut facilement contrôler la puissance, enfin on a un contrôle total, mais aussi c'est l'avantage quand on sait l'utiliser bien sûr, mais par contre il faut savoir gérer tout ça. Donc c'est relativement facile, hein, c'est plus compliqué à souder qu'avec le MIG, mais on s'y habitue très vite. Alors le TIG, je l'utilise plus pour les travaux délicats, hein, donc petite épaisseur, tout ça, ça marche beaucoup mieux. Ça marche très bien pour le gros aussi, hein, bien sûr, mais bon, je préfère, dans ce cas-là, c'est plus facile au MIG. Il fonctionne aussi, je l'utilise aussi pour l'inox, bien sûr, puisque c'est le top pour l'inox, et l'aluminium, hein, je le réserve vraiment que pour ça en général, plutôt que l'utiliser pour ça, hein, puisque celui-ci fonctionne pour ça. Le gaz n'est pas le même. Ici, on a du Sagox 18 sur le MIG. On peut utiliser du CO2, hein, c'est le plus classique. La Sagox 18, c'est un mélange. Et sur le TIG, on utilise en général de l'argon, de l'hélium ou un mélange, hein, avec argon et hélium. J'utilise de l'argon pur, qui fait des super soudures sur l'inox. On arrive à faire des jolis points un à côté de l'autre, un comme l'autre, avec une belle soudure, hein. C'est vraiment top. Le TIG, donc, ça a aussi l'avantage d'être très propre. Donc il n'y a aucune éclaboussure, il n'y a rien qui vole à côté, ça s'apparente un peu à la brasure au chalumeau, hein, ça y ressemble un peu. Et bon, après le chalumeau, bon, je l'utilise aussi pour la brasure et diverses autres opérations. Et reste ensuite la soudure à l'électrode qui est relativement simple aussi, un peu plus compliqué que la soudure MIG, puisque il faut juste gérer bien l'électrode, mais c'est très simple. Voilà, donc pour les soudures, donc vous verrez d'autres vidéos, je ferai probablement dans d'autres projets l'utilisation du poste à souder TIG, hein, donc ça sera une autre, probablement sur d'autres projets, mais je l'utilise assez régulièrement. Donc j'ai donc utilisé ici tout le poste à souder MIG, on peut faire du beau travail. Ensuite, on peut ici voir la porte donc, qui va arriver ici, donc là on va pouvoir l'ajuster, donc elle est relativement bien à plat dessus, hein. Pas besoin d'appuyer vraiment, donc on a un bon ajustement, bien droit, bien plat. Et ensuite l'étanchéité sera faite sur la partie interne, donc les pierres internes. Il faudra simplement couper la pierre qui vient devant dans la porte ici, couper un petit L pour qu'elle dépasse de la porte et vienne toucher l'autre pierre à l'intérieur. Et entre les deux, on va utiliser un joint haute température de ce type là, donc une cordelette en fibre de verre.
livré avec la colle et qui permet d'aller jusqu'à 1000 degrés. Donc elle est étirable. Donc là elle fait en 12 mm de diamètre, c'est 2,50 m de longueur et on peut l'étirer jusqu'à 3 m en 6 mm. Donc ça s'étire diamètre variable. Donc on verra ce qu'on a besoin. Et on collera ça sur la partie des pierres intérieures. Et toute l'étanchéité, ça sera faite sur les pierres et non pas sur le cadre. Donc maintenant, je vais m'occuper de meuler les soudures qui restent à l'intérieur ici pour être bien à plat. Et on viendra ensuite placer les 3 charnières. Donc je vais quand même placer les 3 qui vont être mises ici. Et donc de la manière suivante. Juste ici, hop, comme ça ici, hein, on va les souder, on en met tous les 3 dessus, et avant de les souder, on va simplement les pincer avec des Sermax, pincetto, ce qui va permettre de faire mes essais et d'ajuster ça, parfaitement avant soudure. Ça sera pas réglable, puisque c'est un cadre rigide, hein, il n'y a pas de souci. Et ensuite, il faudra s'occuper de la partie fixation des pierres, parce que les pierres vont être posées là-dedans. Il faut qu'elles tiennent, donc on va faire des petites cornières qui remontent ici pour les caler dedans, qu'on va mettre jusqu'en haut, on va en mettre un peu partout. Je ne vais pas mettre une cornière entière puisque j'en ai plus assez, et plus à la bonne taille, quoi, puisque les autres sont trop longues et qu'il faut les couper. Donc si je dois couper des longues sur toute la longueur, couper une épaisseur, ça devient vraiment... Voilà. Donc esthétiquement, c'est sûr que ce sera un peu moins joli d'avoir juste des morceaux, mais par la suite, je compte mettre une plaque de tôle qui vient fermer tout ça et qui revient sur le bord, hein, qu'on peut rajouter par la suite. Donc c'est pas un problème. Alors, premier test avec les charnières. Donc pour l'instant, j'en ai mis 2, que j'ai juste tenu avec des pinces style Sermax, partout. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on est contre, c'est impeccable. Et on peut ouvrir, il y a pas mal de jeux, hein. Ça s'ouvre très bien. Et on arrive bien contre ici. Donc en haut et en bas, on a un tout petit peu de jeu, hein, donc dû à la flexion. On appuie un peu dessus, c'est très bien. Voilà, donc il faut maintenant ajuster tout ça et souder. Donc nous voilà quelques soudures et découpes plus loin. Ça a bien avancé, la porte est fixée. Donc elle s'ouvre complètement. Les charnières sont soudées par l'autre côté. Ça grince un peu bien sûr, comme c'est pas encore lubrifié. Mais c'est parfaitement bien dessus. On peut voir que ça ferme bien à plat partout. Et que c'est parfaitement d'équerre. J'ai fait les supports du haut, donc les 2, qui sont des simples cornières auxquelles j'ai fait un insert soudé par les 2 côtés et lissé sur l'extérieur, donc pour en faire un carré, hein, et qui vient supporter le four de trempe, celui qui viendra au-dessus, et bien sûr percer les entraxes ici à la bonne taille, donc les 4 trous de fixation. Et c'est parfaitement ajusté et soudé par l'intérieur, avec une petite soudure sur l'extérieur aussi, donc pas à l'avant mais sur le côté une soudure légère. Voilà, donc c'est très solide, hein, il n'y a plus rien qui bouge. Et je vais maintenant m'occuper de faire la partie basse, donc un renfort sur le dessous. Et les ailes ici, les cornières pour tenir les pieds. Alors, nouvelle avancée sur la porte. J'ai donc soudé les cornières, hein, donc les morceaux. On en a donc ici 2 en bas qui vont retenir tout le poids des briques béton cellulaire, et une entre chaque jonction, donc jonction des briques, ce qui va simplement permettre de les maintenir en place et elles pourront plus sortir. Donc elles sont soudées, mis à part les 3 du haut, donc les 2 en haut ici et celle-là, qui sont vissées. Donc provisoirement, je les ai juste serrées dessus, hein, donc il faut qu'on mette des vis plus courtes, et elles sont légèrement réglables. Donc j'ai fait un trou plus grand pour pouvoir un petit peu bouger si besoin. Ça va permettre donc de mettre les briques dedans, donc on les rentre dedans, on les glisse dedans, tac tac partout, et après arrivé au bout on met les dernières et on ferme avec les 3 cornières restantes, et ça pourra plus sortir, donc ça sera totalement coincé dedans et collé ensemble en plus. Donc j'ai mis des morceaux parce que j'avais pas assez de cornières entières et que c'est uniquement des chutes
que j'ai récupérées sur les bouts de cornière que j'ai coupés. Donc j'ai réutilisé quasiment toutes les chutes. Et il a fallu bien sûr les couper. Donc celles-ci sont entières, passent dessus, mais ici par exemple on peut voir qu'il a fallu les couper sur la longueur. Donc le dessus est terminé. Il nous reste à faire la partie en dessous, donc je vais mettre un renfort en longueur ici. Finalement je pense mettre un T, donc un bout de T en métal qui va être soudé dessus. Donc de ce sens là, puisque les briques sont posées sens de la longueur comme ça. Donc le renfort doit être au milieu de la brique, hein. L'autre sens ça n'a aucune importance puisque elles sont scindées en plusieurs morceaux. Et donc on a ensuite encore après ça à faire la fermeture de la porte qui sera, je pense, du même principe. Donc on va mettre une fixation là, une fixation là, du même principe que le four de traitement thermique que j'ai, qui est tout simplement un bout de métal ici, un fer plat avec un U coupé dedans, donc une rainure, hein, tout simplement une rainure à la fraise, et ici une petite charnière qui pivote sur laquelle est fixée une barre. Dans mon cas j'ai utilisé une tige filetée qui peut pivoter. Donc quand on ferme, on vient mettre la tige filetée dans la rainure et il y a un papillon dessus pour serrer, tout simplement. On serre le papillon et c'est fermé. Il y a exactement le même système sur le four, donc je pense mettre le même système. Donc je vous ai pas montré bien sûr tous les détails de la fabrication, hein. Donc là rien de spécial, j'ai coupé des cornières, je les ai coupées sur la longueur, je les ai chanfreinées, soudées, bref du classique. Pareil pour ça, percé, taraudé, donc c'est tout du basique. J'essaye d'avancer au plus vite pour pouvoir terminer, hein, donc c'est pour ça que je ne montre pas tous les détails, hein. Mais bon, comme dit, c'est pas des détails spécialement intéressants. Pour ça je vous les explique maintenant et voilà. Donc pareil, je vais faire la même chose maintenant pour le bas, je vais couper mon T et l'intégrer.